Mesdames et messieurs, c'est un test pour Hormuz comme un accord entre les États-Unis et l'Iran. Va-t-il s'effondrer ou tenir le coup? Il y a un peu plus d'une semaine, le 18 juin 1926, Washington et Téhéran ont signé un mémorandum d'entente qui devait mettre fin à la phase la plus intense du conflit. Le document prévoyait un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris d'ailleurs l'opération israélienne au Liban, bien qu'Israël n'ait pas participé à tout cela. L'ouverture du détroit d'Ormuz, sans frais supplémentaires pendant 60 jours, la levée du blocus naval américain, des ports iraniens et le début des négociations sur le programme nucléaire en échange de la perspective de la levée des sanctions. L'Iran a obtenu un rôle officiel dans le contrôle de la navigation commerciale avec Oman. Sur le papier, c'était un accord de travail qui devait apaiser la situation au moins pour 2 mois. Mais la réalité, bien sûr, est beaucoup plus fragile que le papier. Le jeudi 25 juin, le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué le cargo Ever Lovely, battant pavillon de Singapour. Tout s'est déroulé dans le détroit d'Ormuz, au large d'Oman. Selon l'organisation britannique UK Maritime Trade Operations, un projectile inconnu a touché le flanc tribord et endommagé la passerelle du capitaine. Aucune victime ni dommage écologique causé par le pétrole, par exemple. Un responsable américain a ensuite confirmé à Reuters et à CNN que le navire avait été touché par un drone iranien. Il est important ici de distinguer le fait de la version. Le fait confirmé est l'impact même du drone, enregistré par l'administration maritime britannique. La version qui nécessite une réserve est l'affirmation du Wall Street Journal, citant 2 hauts responsables américains anonymes, comme s'ils savaient quelque chose, sur le fait que la frappe était un test délibéré de la solidité de l'accord, et non un accident. Eh bien, comme s'ils étaient assis là dans un sous-sol avec les Iraniens et discutaient de cela. La source est anonyme, bien sûr. Donc d'ailleurs, nous ne savons pas si ce sont les responsables américains qui mentent ou si c'est le Wall Street Journal qui ment. L'affirmation n'est confirmée par aucune déclaration officielle, donc c'est la version, comme on dit, du Wall Street Journal et non un fait établi. Ce qui a été déclaré publiquement et officiellement, c'est la déclaration du corps des gardiens de la révolution islamique, faite quelques heures avant la frappe, selon laquelle le passage sécurisé par le détroit d'Ormuz n'est garanti que sur les itinéraires approuvés. Le corridor sud, qui était auparavant considéré comme libre de tout contrôle iranien, est désormais, selon le corps, patrouillé par ses forces. Mais cela, c'est explicite. La position de l'administration américaine est à l'opposé, affirmant que le détroit est ouvert à la libre navigation sans aucune autorisation iranienne. L'autorité de contrôle du golfe Persique a réagi fermement. L'Iran refuse de garantir la sécurité des navires qui y transitent. La poursuite des itinéraires reste sous sa responsabilité. La responsabilité revient uniquement au propriétaire, à l'opérateur et au capitaine du navire. C'est une renonciation officielle à toute obligation, sans reconnaître la légitimité des demandes iraniennes. Eh bien, on nous a donné l'occasion d'observer cela sur place et maintenant, nous allons en tirer le maximum possible. Le CGRI a rapidement réaffirmé sa position et nié les rumeurs sur une ligne de communication directe avec les militaires américains au sujet du détroit. Les déclarations des responsables américains concernant la création d'une ligne de communication directe avec l'Iran sur la question du détroit d'Ormuz sont une invention. Donc, d'une main ils agissent et de l'autre ils nient, je ne sais pas. Parce que le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran, ce qui est bien sûr complètement absurde. Et les États-Unis n'ont aucun rapport avec cela, tout comme vous, messieurs les Iraniens, n'avez aucun rapport avec vos propres eaux. Oui, il n'y a rien d'international là-dedans. Le lendemain, le 26 juin, la situation s'est aggravée. Ensuite, le président Trump a écrit sur les réseaux sociaux que l'Iran avait lancé au moins 4 drones contre des navires passant par le détroit. Selon lui, l'un des drones a touché le pont supérieur d'un grand navire de marchandises très coûteux, causant des dommages au navire. Il a pu poursuivre sa route par ses propres moyens. Les 3 autres drones, selon la déclaration de Trump, ont été abattus par les forces américaines. Le président a qualifié cet incident de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Cette version exposée par Trump lui-même dans sa propre déclaration n'a pas encore été confirmée par une enquête indépendante sur le nombre de drones et la nature de la cible. En tant que position officielle du président des États-Unis, elle façonne une telle réalité politique, et c'est précisément sur cette base que Washington construit sa réponse. La réponse a été élaborée et a suivi rapidement.
Le commandement central des forces armées américaines, le CENTCOM, a officiellement confirmé que le 26 juin, les forces américaines ont frappé des sites iraniens en réponse à l'attaque. Rosa se déplace vers le navire commercial. Les cibles désignées par le commandement lui-même étaient des sites de stockage. Dans le cadre du projet, selon les données du Forum de la Russie et des drones en Russie, la formulation provient de la déclaration officielle du CENTCOM, c'est-à-dire un fait confirmé et non une supposition des médias. Selon le journal russe, qui se réfère à la même déclaration, les forces américaines ont ajouté qu'elles continuent d'assurer la sécurité des navires commerciaux traversant le détroit et surveillent le respect des désaccords avec l'Iran. Honnêtement, je n'ai pas remarqué cela là-bas, mais il est tout à fait possible que ce soit le cas. Le nombre exact de missiles et de munitions tirés lors de cette frappe du 26 juin n'a pas été mentionné dans les sources ouvertes pour le moment. Contrairement à la frappe du 11 juin, lorsque Donald Trump a personnellement déclaré qu'il y avait eu 40 missiles Tomahawk tirés depuis des destroyers en mer d'Arabie, y compris depuis un navire. C'est-à-dire l'USS Michael Murphy. Cette fois, il s'agit d'une frappe ciblée, beaucoup moins massive. D'après la formulation du CENTCOM, il s'agissait de frappes de haute précision contre des entrepôts et des positions radars, sans mention de dizaines de missiles. C'est une toute autre échelle que la campagne de 10 jours du début juin, lorsque selon ce même CENTCOM, plus de 5000 cibles ont été touchées, endommagées ou détruites. Combien ont-ils écrit là-bas ? Plus de 50 installations maritimes iraniennes. La formulation du CENTCOM est construite selon le schéma déjà familier de l'autodéfense. Ce n'est pas une offensive, disent-ils, c'est une réponse ferme à la violation du régime, au cessez-le-feu et à la liberté de navigation. L'objectif est de présenter la frappe comme réactive, c'est-à-dire une réaction, oui, proportionnée, visant exclusivement l'infrastructure militaire qui, selon le commandement, représentait une menace pour les troupes américaines et la flotte marchande internationale. La même construction rhétorique a été utilisée en juin lors de frappes plus importantes. À l'époque, les cibles comprenaient des centres de commandement du CGRI, des sites de renseignement, des systèmes de défense aérienne, un lanceur de missiles balistiques, des navires et sous-marins, de l'Iran ainsi que des entreprises de production de missiles et de drones. Et c'est ici que commence la partie la plus intéressante, car c'est précisément cela qui déterminera si nous allons vers une nouvelle guerre ou vers une crise contrôlée à l'intérieur de la trêve déjà existante. À la question directe des journalistes à la Maison-Blanche sur les mesures de rétorsion que Washington envisage en réponse à la violation du cessez-le-feu par l'Iran, Donald Trump a ostensiblement évité de répondre. « Vous le saurez », a-t-il répondu laconiquement, refusant de donner des détails précis. Il a aussi publiquement accusé l'Iran de violer la trêve, sans confirmer ni nier une possible nouvelle vague de frappes. Selon OSN et RIA Novosti, des sources officielles à Washington ont déclaré que les informations sur les conséquences possibles seraient rendues publiques après consultation avec les alliés. Cette retenue est en soi un signal. Comparez cela à la rhétorique de début juin, lorsque Donald Trump a annoncé une réunion sur de nouvelles frappes et mentionné le nombre de missiles lancés. Maintenant, au lieu d'une démonstration ouverte de force, il y a une pause et une sorte d'incertitude. On peut interpréter cela, en général, de deux manières en réalité. Soit Washington pèse réellement ses options et ne veut pas rompre le mémorandum tout juste signé à cause de l'incident avec les drones, soit il s'agit d'une pause tactique avant une frappe qu'ils ne veulent pas annoncer à l'avance afin de préserver l'effet de surprise. Parallèlement à ces épisodes de plus en plus tendus, la voie diplomatique se poursuit, comme on dit. Le secrétaire d'État Marco Rubio, s'adressant au ministre des Affaires étrangères des États arabes du Golfe Persique, à Bahreïn où cela se passait, a confirmé que des négociations techniques entre Washington et Téhéran se poursuivent en Suisse. Les 29 et 30 juin, le représentant du ministère des Affaires étrangères du Pakistan, pays médiateur avec le Qatar, a souligné qu'il y avait eu une pause temporaire, mais que les négociations se poursuivent en masse comme prévu. Autrement dit, l'incident avec les drones et la riposte de CENTCOM n'ont pas encore conduit à un gel officiel du processus diplomatique. Les deux voies, militaire et diplomatique, avancent en parallèle, ce qui est en soi caractéristique de ce type d'escalade destinée à tester l'adversaire. Au moment de la frappe du 26 juin, aucune réaction officielle détaillée de Téhéran à la frappe aérienne de CENTCOM n'a été enregistrée dans les sources ouvertes.
Seule une déclaration préalable du CGRI sur les itinéraires et une précédente du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien existent. Il s'agit d'Ismail Baghaei, qui a déclaré que si Washington ne respecte pas ses engagements dans le mémorandum avec l'Iran, alors l'Iran, s'appuyant sur ses capacités stratégiques, prendra certainement des mesures de rétorsion sévères. En gros, il a sous-entendu qu'il pourrait bombarder Washington. Cette déclaration avait été faite avant l'incident, dans le cadre de la rhétorique des avertissements. Mais cela montre la logique selon laquelle Téhéran justifie ses propres frappes d'essai comme une réaction à la violation de l'accord par l'autre partie, et non comme une agression de sa part. Eh bien, messieurs, de tout ce qui précède, il se dégage un tableau des risques assez lisible. Tout d'abord, le prix du pétrole. Tout incident dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du trafic pétrolier mondial, fait réagir le prix du pétrole, presque instantanément. L'évacuation d'environ 11 000 marins bloqués dans le golfe Persique, coordonnée par l'Organisation maritime internationale, a été suspendue précisément à cause de l'incident avec le drone. Mais c'est un avertissement direct. L'infrastructure maritime réagit déjà au risque. Deuxièmement, il y a un risque pour les négociations des 29 et 30 juin. Officiellement, les parties déclarent que la rencontre aura lieu. Mais s'il se passe encore quelque chose d'ici là, surtout si Washington décide de frapper plus fort qu'une frappe ciblée, la piste des négociations pourrait être suspendue ou reportée, comme cela s'est déjà produit auparavant dans ce conflit. Troisièmement, la logique de tester la solidité des deux côtés. Le comportement du corps des gardiens de la révolution islamique est une tactique classique de mise à l'épreuve d'un accord fraîchement signé. Porter une frappe limitée et relativement peu intense en la justifiant formellement par ses propres règles du jeu. Et voir à quel point l'autre partie réagira fermement. Le comportement de Washington, une frappe de riposte, mais pour l'instant mesurée contre l'infrastructure, sans escalade au niveau de début juin, ressemble à une tentative de montrer sa détermination sans pour autant détruire l'architecture même de l'accord. Quatrièmement, si dans les prochains jours un autre incident similaire se produit, la rhétorique d'une réponse ferme à la violation pourrait rapidement se transformer en une rhétorique de reprise d'une opération à grande échelle. Nous sommes, comme on dit, tout près de cela. Ce scénario s'est déjà produit en juin, quand les frappes ponctuelles ont évolué en 10 jours de campagne touchant des milliers de cibles. Pour l'instant, la situation reste en équilibre au bord d'une crise contrôlée. Le mémorandum est formellement en vigueur, les négociations se poursuivent officiellement, mais les deux parties montrent leur volonté d'utiliser la force pour défendre leur propre interprétation de ce qui a été signé le 18 juin en juillet. Le principal indicateur pour les prochains jours sera de savoir si les négociations en Suisse auront lieu sans nouveaux incidents et si Donald Trump dévoilera les détails de ces mesures de riposte dont il a seulement parlé jusqu'à présent. Voilà, c'est tout. Et c'est honnête, vraiment honnête comme on dit, basé sur des faits et non sur des suppositions. C'est une histoire, un récit de ce qui se passe. Oui, il y a des choses que nous ne savons pas, oui, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Les deux parties essaient de montrer qu'elles contrôlent le processus, et que, comme on dit, ce qu'elles veulent, c'est ce qui arrivera. Je pense qu'ici, en grande partie, il n'y a que le mois de novembre qui pèse sur nous, et l'Iran n'a rien d'autre. Et nous, aux États-Unis d'Amérique, nous avons beaucoup plus d'atouts. Et d'ailleurs, la situation intérieure actuelle en Iran est tout à fait incompréhensible. Nous ne voulons pas la déstabiliser parce que, disons, nous avons vu à de nombreuses reprises ce qui s'est passé en Irak, quand nous avons déstabilisé la situation, ou en Libye, quand nous avons fait la même chose. Oui, souvenez-vous de ce qui a commencé à se passer là-bas. Chaque fois que nous changeons de régime et laissons un vide, nous ne pouvons pas vraiment commencer à gouverner dans un pays étranger. Même les Allemands n'ont réussi dans aucune région occupée soviétique, oui, russe, soviétique, ukrainienne, peu importe. Voilà, c'est pourquoi pratiquement c'est en train de se décider maintenant, pour un certain temps à venir, je pense, parce que c'est en train de se décider. Ce qui se décide, ça se décide. Où cela va-t-il aller ? D'autant plus qu'il est tout à fait possible que l'Iran ait aussi une telle intention. En octobre, tout faire capoter, bon sang, toutes les négociations, tout le reste, afin de porter le coup le plus dur possible à Trump, pour que Trump ne gagne pas. Pas Trump, bien sûr, mais le Parti démocrate. Mais ils prennent un risque, et leur risque est le suivant. Imaginons qu'ils aient en fait cela en octobre. Et Trump se présente à la réélection, et quoi qu'il arrive, il reste président pour encore 2 ans. Donc ce sera difficile, donc ce sera douloureux, mais il reste président pour encore 2 ans.
Vous imaginez ce qu'il ferait à l'Iran s'il lui préparait une telle surprise d'octobre, et je pense qu'ils le comprennent très bien. Ils essaient de tout faire pour le provoquer, mais juste assez pour qu'il perde son sang-froid. Et comme nous le comprenons, n'importe qui à sa place aurait perdu son sang-froid. Eh bien, s'il y a quelque chose d'intéressant et de nouveau, je vous en parlerai avec plaisir. Alors, à bientôt, mesdames et messieurs. Sous-titre